Bonjour, CPN Théorie, une nouvelle émission aujourd'hui sur le thème de l'historicité de la perversion narcissique, c'est-à-dire est-ce que la perversion narcissique a toujours existé ou pas? Alors, c'est un faux problème, je dirais. C'est-à-dire qu'on en parle, vous en entendez beaucoup parler dans des livres, des émissions, sur des magazines. C'est beaucoup titré parce qu'évidemment c'est vendeur. Le profil de pervers narcissique qui a été édicté, on va dire, à partir du harcèlement par Marie-France Irigoyen. Auparavant, les phénomènes de harcèlement, d'abus, ça a été ce genre de choses en fait, puisque tout se recoupe. Hein. On parle de pervers narcissique en fait, parce qu'on a parlé du harcèlement. Ensuite, les chercheurs ont essayé de construire un profil type des personnes qui harcelaient, et ils en sont arrivés à ce profil du pervers narcissique. Et voilà pourquoi maintenant on parle du pervers narcissique. C'est ce profil idéal. Donc il y a du bon, du mauvais, c'est-à-dire qu'il y a des inconvénients, des avantages à ce profil. C'est que les avantages, c'est qu'il permet de donner un profil type, donc avoir des repères pour pouvoir identifier les personnes qui éventuellement harcèlent, savoir si effectivement elles sont dangereuses ou pas. Parce que toute la problématique, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous voulez savoir si telle ou telle personne avec laquelle vous avez ressenti un certain malaise, une certaine agression, sans savoir si c'était vraiment une agression, etc. Pourquoi est-ce que vous voulez savoir si cette personne est pervers narcissique ou perverse narcissique? Eh bien parce que vous vous demandez si effectivement elle est dangereuse ou pas pour vous. Est-ce qu'elle est toxique ou pas pour vous à ce point? Ou est-ce que vous pouvez continuer à avoir des relations avec cette personne, et si c'est vous qui vous faites des idées? En fait, je pense que la question, elle est là pour vous personnellement et à chacun individuellement en fait. C'est pas tellement le fait d'avoir le plaisir d'aller chercher psychologiquement tous les ressorts de ce comportement. C'est-à-dire, je ne pense pas que chacun ait plaisir à aller chercher comment est cette personne. Tout ce que veulent les personnes qui sont victimes, qui ont subi ces abus, est tout simplement comprendre. C'est pas aller décortiquer les ressorts des personnalités, des personnes autour d'elles pour savoir comment elles fonctionnent dans un but assez flou. Ça, c'est plutôt ce que font les pervers narcissiques. Ils essaient de scanner les personnes, en faire des catégories, pour comprendre, en gros, à qui ils ont affaire, pour savoir comment les exploiter au mieux, comment les instrumentaliser au mieux, c'est-à-dire comment s'en servir, en gros. Parce qu'ils les considèrent comme des choses, comme des produits, voilà, des outils, et pas comme des personnes avec qui ils peuvent réellement partager. Le but est complètement différent. Alors la perversion, qu'est-ce que c'est? Parce que justement, la question de la perversion, à mon avis, est centrale dans l'évolution de notre société occidentale, mais aussi dans l'évolution du monde actuel, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment. Je reconnais la perversion sous les traits, par exemple, des fameux droits sexuels qui sont octroyés, on va dire, puisque ça s'appelle les droits, hein, d'accord? Donc c'est comme ça que c'est présenté.
Mais c'est là tout le sujet de la perversion, justement. C'est que les choses sont présentées d'une manière comme si c'était une liberté, un droit, quelque chose de naturel aussi, des choses comme ça, vous voyez. C'est toujours présenté sous l'apparence. Donc les apparences comptent énormément. Il y a beaucoup de simulations avec en dessous des dissimulations dans la perversion. Tout est présenté en apparence comme quelque chose qui va libérer l'être humain, ou qui va, au niveau sociétal, si c'est quelque chose qui tient de la société, un phénomène pour la société ou un droit, ou si c'est du domaine du collectif, ou bien pour séduire individuellement en disant c'est pour ton bien, ou alors c'est quelque chose qui va vous aider, au contraire, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être plus heureux, qui va vous faciliter la vie, etc. Il y a toujours tout un tas de choses qui sont mises en avant pour vous dire qu'effectivement c'est quelque chose qui va être bon pour vous. Voire ça va vous aider, voire ça va vous guérir, vous voyez, et donc ça va même très loin, puisque dans beaucoup de métiers d'aide ou d'accompagnement, il y a énormément de personnes perverses. Énormément de systèmes sont érigés de cette manière, c'est-à-dire essaient de vous prendre dans leur filet en vous faisant croire qu'on va vous aider, en gros. Alors que c'est tout le contraire, c'est-à-dire on va vous aider, si je peux me permettre ce petit trait d'humour, on va vous aider à vous ouvrir tellement qu'on va pouvoir très facilement ancrer notre emprise sur vous. Voilà, en gros, quoi. Et vous rendre captif, vous rendre dépendant, enfin bon, toutes ces choses. Donc revenons à ce que j'étais en train de dire. La perversion, elle simule tout un tas par des apparences, tout un tas de choses qui semblent aller dans le sens de votre épanouissement, de votre libération. Et elle dissimule en fait des intentions contraires, qui sont exactement le contraire de ce qu'elle vous donne à voir comme bienfait, dans le fait d'être en relation avec telle personne, ou d'adhérer à tel système de pensée, ou de vous faire accepter telle offre ou telle chose. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut être très attentif à ce qui est dit dans les bienfaits que sont censés vous apporter le fait d'être en relation avec cette personne, d'adhérer à ce système, d'être d'accord avec ces idées-là, etc. Donc sous la simulation de la dissimulation. Voilà, la perversion, elle agit comme ça pour vous faire, pour vous manipuler, parce que quand on vous dissimule les intentions réelles, c'est bien de la manipulation, parce que qu'est-ce que c'est que la manipulation ? La manipulation, c'est vous faire des choses, vous faire croire à des choses, vous faire faire des choses, donc de l'action, des croyances, vous faire penser des choses que vous n'auriez pas fait au départ de votre propre chef et avec lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord au départ, mais elle va essayer de vous convaincre ou de vous faire adhérer à des croyances en utilisant des biais cognitifs, des fausses logiques, des raisonnements faux qui ont l'apparence par contre de la vérité, de la justesse, de la logique, mais qui en fait mélange du faux et du vrai. Donc pour ce faire, elle mélange du faux et du vrai. C'est-à-dire que dans une même phrase, elle va dire des choses qui sont vraies et mélangées avec des choses fausses. Ce qui fait que, vous savez que quand on prononce une phrase par exemple, vous n'allez pas tout retenir dans une phrase, surtout si elle est complexe, avec beaucoup de choses à l'intérieur. Vous allez retenir qu'une des choses qui va retenir votre attention. Souvent, vous allez retenir la chose, l'idée dans cette phrase, qui est en accord avec ce que vous pensez, pour pouvoir le rattacher, parce que pour comprendre une phrase, il faut qu'on soit capable de se la représenter, de se représenter le sens. Donc de le comprendre, mais pour le comprendre, il faut pouvoir se le représenter avec nos schèmes de pensée. Donc,
la façon la plus facile de se représenter les choses, c'est de capter d'abord les éléments qui correspondent à des choses que vous pensez déjà, avec lesquelles vous êtes déjà d'accord, parce que ce sont des choses que vous savez vous représenter. Et en plus, c'est plus facile parce que essayer de comprendre quelque chose avec lesquels on n'est pas d'accord, il y a déjà un barrage au niveau émotionnel, au niveau, comment dire, affectif et de croyance. Donc là, vous n'avez pas de ce barrage. Donc vous allez au plus facile pour comprendre. Donc vous allez être d'accord avec ça. Mais comme dans la phrase, ce sont d'habiles sophismes en fait. C'est-à-dire c'est la manipulation par le langage, mais aussi par le raisonnement. Et bien comme vous allez être d'accord, la partie va se généraliser sur le tout, et finalement, comme la personne agit d'une manière rapide, pour vous faire dire que vous êtes d'accord, vous allez dire que vous êtes d'accord sur le tout, alors qu'en fait, vous étiez d'accord seulement avec une partie, et le reste, votre cerveau les mettait en attente, ou alors les niait, c'est-à-dire en se disant, bon, je n'ai pas tout compris, mais puisque je suis d'accord avec un élément, ça doit être bon, quoi, en fait. Et c'est là que est le piège, en fait. Et ensuite, vous pouvez les mettre de côté, ou votre cerveau peut les mettre de côté en se disant, bon, je verrai ça plus tard. Je vais déjà essayer de comprendre. Et puis après, c'est l'émotion qui va faire le reste du travail. C'est-à-dire que avant que vous ayez pu stocker les éléments avec lesquels vous vous disiez, bon, je vais pouvoir y réfléchir plus tard, c'est l'émotion qui a pris le dessus. Et la manipulation essaie de fonctionner une fois qu'elle a trouvé un point d'ancrage, une petite faille dans laquelle s'engouffrer, par les émotions, c'est-à-dire la peur, ou la séduction, ou la pitié, parce que la personne essaie de se mettre en victime, ou pas seulement la personne, mais le système se mettra en victime, il est mal aimé des autres systèmes, tout le monde est contre lui alors que c'est juste, etc. C'est une cause juste. Ou alors de jouer sur la peur en disant si vous ne nous choisissez pas, si vous ne pensez pas comme nous, si vous ne croyez pas à cette croyance, il vous arrivera tel et tel problème. Voilà, en jouant sur les émotions, et puis après c'est emballé. C'est-à-dire que vous êtes emballé, et voilà, c'est comme ça que joue la manipulation. Vous adhérez à un système avec lequel vous n'êtes pas forcément d'accord, et en fait ensuite vous êtes convaincu en répétant tel un perroquet aux autres à qui veut l'entendre, ou en vous répétant vous-même ces choses que vous avez entendues, les arguments, qui évidemment sont de faux arguments, qui mélangent du faux et du vrai très habilement, et vous répétez ces arguments en vous convainquant à chaque fois que vous les aurez répétés autour de vous, ou que vous les répéterez vous-même. Donc c'est comme ça qu'agit, c'est le mécanisme de la manipulation. Un des mécanismes les plus importants, mais le mécanisme de base. Alors la question était, est-ce que la perversion narcissique, la manipulation perverse, la perversion morale a toujours existé ou pas? Alors le fait qu'on en parle beaucoup, c'est un phénomène de mode, c'est, galvaudé, c'est-à-dire que le fait d'en parler beaucoup, bah, ça dessert les victimes, les personnes qui en sont victimes, parce que justement, comme c'est galvaudé, beaucoup de gens peuvent s'en moquer, notamment les personnes qui sont d'accord avec la perversion narcissique ou qui sont eux-mêmes pervers ou qui vont dans ce sens de défendre les pervers et la perversion ou défendre la manipulation. Et donc le fait d'être galvaudé, ça fait perdre, le bien fondé du fait que c'est une mauvaise chose, que c'est quelque chose de mauvais et d'inhumain. Parce qu'on se dit, non, tout le monde le fait, tout le monde parle de la perversion narcissique, c'est bien marrant, ça me fait bien rire, enfin bon. Puisque la société est perverse, tout le monde est pourri, donc soit en généralisant à outrance, en disant que de toute façon tout est pourri, donc on voit pas pourquoi on devrait défendre ça plus qu'autre chose, ou en trouvant d'autres manières. Je vous ai donné juste, j'aurai le temps dans d'autres vidéos de vous donner d'autres
arguments qui font que ça n'est pas cru, et de quoi se servent les pervers pour justement décrédibiliser le fait que la perversion soit une mauvaise chose et que soit même inhumaine. Je laisse ça de côté. La question était, est-ce que ça a toujours existé? Bah oui, ça a toujours existé. Simplement, il y a plus des choses différentes en fait. C'est que auparavant, la perversion s'appelait tout simplement la mauvaiseté, la méchanceté, suivant les régions. Après, on pouvait parler aussi de perversion. Ça a été plus théorisé, disons, la perversion avec les théories psychanalytiques et comment dire, psychiatriques sur la question, en expliquant ce qu'était la perversion par les mécanismes psychiques. Mais la perversion en tant que phénomène social a toujours existé, simplement elle s'appelait autrement, et ensuite elle menait sa vie plus ou moins à découvert, c'est-à-dire beaucoup plus à découvert que maintenant. Actuellement, dans notre société actuelle globalisée, donc la société occidentale qui s'est étendue en fait à toute la planète pratiquement, en tout cas l'esprit et la mentalité de la société occidentale s'est exporté, a atteint tous les autres États, les autres régions du monde, par le biais de l'économie, du commerce, oui, surtout en fait, du commerce, de l'économie, et puis aussi des réseaux sociaux maintenant. Donc en fait, c'est comme s'il y avait une culture mondiale qui s'étend actuellement, et dans cette culture mondiale, il y a de la perversion. Et de plus en plus de perversion. Alors ça, c'est pas nouveau, il y a toujours eu de la perversion, mais ce qui est inquiétant, et c'est ce sur quoi il faut lutter, c'est que cette perversion n'est plus du tout considérée comme quelque chose contre quoi il faut lutter, et qui est quelque chose de mauvais, d'inhumain, ce qu'elle est réellement, en réalité, mais sous une manière ambiguë, c'est-à-dire qu'à la fois on lutte avec des valeurs qui sont celles des Lumières, par exemple, qui sont celles de l'humain, de l'humanisme, dirait-on, d'aller chercher en fait ce qui fait de nous des êtres humains, et de les libérer de plus en plus de la tyrannie, des systèmes politiques qui les oppressent, pour les rendre plus libres, les libérer donc, et plus responsables. Et là je pense aux énergies vertes, au fait de devoir s'occuper de la planète. Donc sous des bons prétextes, il y a tout ce courant humaniste bien pensant, et d'un autre côté, il y a la perversion complètement dissimulée. Et c'est ça qui a changé par rapport au fait que la perversion a toujours existé. Alors je ne parle pas de perversion narcissique, parce que le narcissisme, il est arrivé depuis à peu près que l'individualisme est arrivé. De plus en plus, voilà, il y a eu l'individualisme, et là on est de plus en plus dans un individualisme à outrance qui va même jusqu'au narcissisme, c'est-à-dire on est dans un amour de l'ego inconditionnel, je dirais, et surdimensionné. Tout ce qui compte, c'est l'ego. Rien à voir avec l'amour de soi. Vous voyez, l'ego et le soi, c'est très différent. Donc l'ego, c'est vraiment l'apparence. C'est le fait de se glorifier soi-même, de se sentir surpuissant, et donc d'être en concurrence avec les autres. Le règne de l'ego, c'est ça. D'être en concurrence avec les autres, puisqu'il y a tout un tas de petits égos sur la Terre qui correspondent tous à des individus. Et quand on est dans l'ego, quand on considère que c'est l'ego qui mène tout, et que c'est comme ça, et qu'au contraire il faut aller dans le sens de continuer à le glorifier, et bien c'est comme ça qu'on voit les choses. Alors revenons à nos moutons.
Pourquoi est-ce que ça a toujours existé? Oui, ça a toujours existé, mais c'était moins dissimulé qu'auparavant. C'est-à-dire que les personnes, les systèmes n'avaient pas besoin. C'était par la contrainte et par la force qu'ils pouvaient se défendre, que ce soit les individus ou les systèmes politiques, par exemple, économiques, enfin tous les systèmes et tous les groupes d'influence. Donc en fait, c'était par la force et la contrainte. Maintenant, c'est par la dissimulation qu'ils peuvent, et par l'influence, qu'ils peuvent arriver à leur fin. Donc, ils vont prétexter de bonnes intentions, c'est-à-dire dire à la fois, nous, les sociétés occidentales, nous sommes les plus civilisés, nous sommes pour l'humanisme, nous allons de plus en plus vers les valeurs humaines, nous défendons les droits. C'est pour ça que je vous ai parlé des fameux droits sexuels des enfants, qui en fait, sous prétexte de donner des droits aux enfants, donc des droits sexuels aux enfants. Je ne vois pas en quoi on peut avoir, donc je fais la petite parenthèse, des droits sexuels quand on est un enfant, parce que on n'est pas concerné. Il n'y a rien de sexuel par rapport avec d'autres personnes quand on est un enfant. Même s'il a été dit, c'est détourner les théories qui ont été faites sur la sexualité des enfants en disant, mais non, l'enfant, il a une sexualité, mais elle est complètement primaire et tournée sur lui-même. Et pas une sexualité qui est tournée vers les autres, voyez, comme une sexualité adulte. Donc en quoi les enfants auraient besoin, un enfant aurait besoin d'avoir des droits sexuels? C'est complètement... c'est tordu comme idée. Et en plus, c'est faire passer cette chose, c'est-à-dire le fait que, en fait, en gros, les enfants pourraient avoir des relations sexuelles. Évidemment, vous imaginez bien le style de relations sexuelles que pourraient avoir les enfants dans ce cas-là. Bien entendu. C'est-à-dire qu'on promeut la pédophilie, en gros, d'une manière détournée, en faisant passer cela pour des droits. C'est vraiment très tordu. Et c'est aussi du domaine de l'antiphrase. C'est-à-dire qu'on dit une chose d'une manière ironique en voulant dire autre chose. Alors évidemment, tout le monde ne perçoit pas l'ironie derrière ces droits sexuels qui sont présentés comme de la même manière que les droits de l'homme, vous voyez, donc quelqu'un qui regarderait d'un air distrait, qui n'irait pas voir très loin, se dirait, oui, effectivement, ce sont des droits, c'est très bien. Voilà, pour les enfants, et tout ce qu'ils entendent, c'est droits enfants. Voilà. Alors qu'effectivement, derrière les droits sexuels, enfin, j'ai fait ma petite enquête il y a déjà plus d'un an et demi, puisque à la rentrée dernière, il devait entrer en vigueur dans les petites classes, et ça avait fait pas mal. Ça n'avait pas fait autant de bruit que ça aurait dû, d'ailleurs, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est juste une petite parenthèse, dans une émission où justement n'est pas titrée explicitement la question que je traite ici là tout de suite, parce que justement il vaut mieux en parler non à découvert, parce que il est très clair que les personnes qui ont voulu en parler ont eu des soucis. Alors si vous allez chercher les droits sexuels, justement, vous allez trouver la déclaration des droits sexuels simplifiée. Alors ce mot est important parce que si vous lisez juste la déclaration des droits sexuels simplifiée, vous n'allez rien y trouver à redire, hormis si vous avez un œil à bien détecter la manipulation, et il y a très peu de personnes qui sont formées à cela. Ariane Biran est extrêmement bien formée de toute façon à la manipulation, mais tous les autres, y compris les psychologues, les sociologues, toutes les personnes qui, par exemple, ou les médecins qui seraient, dont on pense qu'ils auraient lu cette déclaration, n'y voient que du feu en fait. Parce que sous certaines expressions, alors je ne vais pas vous dire tout en détail, vous irez voir, mais sous certaines expressions qui sont ambiguës, il y a tout un tas de non-dits, et si on détecte bien la manipulation, on peut se rendre compte qu'en fait, beaucoup de choses sont faites passer, en fait, pour qu'on n'y voit que du feu, quoi, faire passer les vessies pour des lanternes. C'est tout à fait ça. Et si vous allez chercher le texte
Donc si ça vous intéresse, j'irai le mettre en description, j'irai vous mettre les liens. Mais là, je ne les aurai pas pour tout de suite, parce que je ne suis pas sur mon lieu chez moi, de mon lieu d'habitation. Et donc en fait, si vous allez voir la déclaration dans son entier, on peut voir qu'effectivement, il y a des choses qui sont vraiment très grosses quand même, hein. Grosses comme des maisons, et on se dit on ne peut pas accepter ça. Mais comme c'est ratifié par tout un tas comme le planning familial, tout un tas d'associations, d'organisations mondiales, on se dit mais c'est pas possible, parce qu'on a l'idée que justement depuis les Lumières et puis après depuis la fameuse Déclaration des droits de l'homme et puis tout ce qui s'en est tout ce qui a suivi, on peut penser qu'effectivement comment des organisations mondiales qui promeuvent la paix, la libération de l'être humain, du joug de l'oppression, des idées tyranniques, etc. Comment peut-elle et peuvent-elles accepter une telle chose? Voilà. Mais la question n'est pas comment peuvent-elles accepter une telle chose, la question est de regarder tout ce qui est tordu, tout ce qui ne va pas dans la société actuelle, dans le monde actuel, tout ce qu'on veut nous faire accepter, et puis savoir si on est d'accord ou pas, mais ne pas accepter tout sans regarder de près. Alors voilà pour les droits sexuels, donc c'était pour imager en fait la manière dont on peut se servir d'antiphrases, de moyens langagiers et de croyances. Là, pour le coup, c'est la croyance que effectivement toutes les organisations mondiales qui promeuvent la paix et qui ont un but explicite, hein, officiel, on va dire, de la libération de l'homme et de la paix dans le monde, la paix entre les hommes, puissent accepter des choses telles que la perversion en fait, parce que la pédophilie, qu'est-ce que c'est sinon la perversion sexuelle et morale? Donc, a-t-elle existé depuis toujours? Eh bien oui, elle a toujours existé. La perversion, c'est le contraire de l'humanité. De l'humanité comme quête, c'est-à-dire aller dans le sens de qu'est-ce qu'un être humain et aller dans le sens de l'élévation, du développement de l'être humain dans tout ce qu'il a de bon, de beau, de vrai, de magnifique, et puis se dire qu'effectivement un être humain, ça a aussi des pulsions, c'est aussi capable du mauvais. Et nous avons tous été, Freud disait que les enfants, les adolescents étaient des pervers polymorphes, voyez, donc c'est-à-dire des pervers de différentes formes, sous toutes ces formes. C'est-à-dire qu'on a ça en nous depuis le début, ce qui fait qu'en fait on peut très bien prendre deux chemins. Ce qui va faire la différence, c'est notre personnalité, notre éducation, et puis c'est notre choix. Le choix que l'on fera de deux chemins, c'est-à-dire soit suivre nos pulsions, suivre notre ego, et être tout simplement un être humain qui va suivre ses pulsions et avoir un rapport à l'autre qui est un rapport à objet, plutôt c'est-à-dire aller dans le sens de la réification, c'est-à-dire de prendre l'autre pour une chose. Réification, ça vient de res en grec qui veut dire une chose. Donc ça n'est pas comme réitérer, refaire quelque chose. Le préfixe ré ne veut pas dire dans ce cas faire une chose de nouveau, comme refaire, re-ranger, mais plutôt res. Res, ça veut dire la chose, c'est-à-dire réification, c'est prendre l'autre pour une chose. Voilà, c'est un rapport à l'autre qui est un rapport de quelqu'un à une chose. Et c'est ce que fait le pervers. Le pervers prend, la perversion c'est ça, c'est prendre l'autre pour quelque chose. Pour une chose, un produit, un outil.
et pas un être humain avec qui partager, apprendre, avec qui cheminer, s'accompagner l'un l'autre, pas du tout. C'est un rapport utilitaire. Donc, on est dans la réification, donc il y a ces deux chemins. Soit il prend le chemin inverse, opposé, qui est celui de se dire « Ok, c'est vrai, moi je suis un être humain, et l'être humain il est capable du bon comme du pire, du bon comme du mauvais, du meilleur comme du pire, et je choisis, tout en sachant que je peux être aussi mauvais, mais je choisis le bon, je choisis de plutôt devenir une meilleure version de moi-même, et me dire moi ce chemin-là j'en veux pas. Ce chemin de la réification, moi je veux un chemin qui traite l'autre comme moi-même je me traite et comme je veux me traiter, c'est-à-dire comme un être humain, comme quelque chose qui va au-delà de ce que je peux penser en tant que simplement utile, de tout ce qui est utile, mais je peux me découvrir beaucoup plus grand que ça et je peux grandir. Et grandir dans tous les sens du terme pour devenir l'être humain que je devrais être, pour être dans cette quête de l'humanité qui n'est jamais terminée, pour devenir toujours meilleur, plutôt que plus grand. Vous voyez, le pervers, il chercherait à être plus grand et plus puissant, à se venger des autres, ça serait lui contre tout le monde. Celui qui veut aller dans cette quête de l'humanité, qui est le total inverse du pervers, donc on pourrait dire l'humain qui est en quête d'humanité, lui, tout ce qu'il cherche, c'est à être grand, mais par l'élévation, grand par la bonté d'âme, grand spirituellement, et qui se cherche et qui est dans la modestie en fait, tout le temps. C'est-à-dire qu'il ne veut pas être contre les autres, il veut faire avec les autres et être avec les autres, les accompagner. Voilà. Donc il n'a pas une haute idée de lui-même, il a une idée de lui-même juste, qui est tout le temps en devenir. Voilà, mais qui est modeste. Parce qu'il sait qu'il y a un grand tout bien au-dessus de lui, qui est cet univers gigantesque, qui est ce mystère qui fait qu'il ne sait pas d'où il vient. Tandis que le pervers, il se croit autosuffisant et comme s'il s'auto-générait. En fait, un peu comme quelqu'un de surpuissant, de surhumain, si vous voulez. C'est ce qu'il se croit, il se joue à se le faire croire. Et il ne peut être vivant qu'en se régénérant, en détruisant les autres ou en les écrasant, symboliquement ou bien de manière réelle pour les plus psychopathes d'entre eux, en fait. Donc la perversion, vous voyez, a toujours existé, en gros. On l'appelait de différentes manières. On pouvait aussi parler de sorcières, de diables, etc. Quand on était, par exemple, au Moyen-Âge, on était dans le registre de l'imaginaire qui était, où tout était expliqué par rapport aux bases religieuses. Voilà. Maintenant, dans la société actuelle occidentale, on est dans le registre psy et le registre du médical, donc on parlera de malade mental, on parlera du pervers, et c'est ce que je déplore, et je m'insurge contre ça comme un malade mental. Donc qu'on soit dans le registre du religieux, en parlant du pervers narcissique ou de la manipulation perverse et des gens qui abusent et qui manipulent comme des diables, on est dans le registre du religieux, le registre de l'imaginaire aussi, où on peut en parler dans le registre du médical, du psy, en parlant d'eux comme des malades mentaux. Ces deux registres, pour moi, c'est une façon de penser, ce sont des façons de penser, mais ils ne correspondent pas à la réalité de la chose. La réalité, si vous voulez, pour moi, c'est ma façon de penser, c'est ma théorie, c'est pas la vérité, mais pour moi, dans le registre de l'être humain, ce que doit être un être humain et ce qu'il est par rapport au choix qu'il a,
ces deux chemins qui ont toujours été, de tout temps, selon moi, la perversion d'un côté, la quête de l'humanité de l'autre, eh bien, elles sont plus souhaitables que utiliser le registre du médical ou le registre du religieux pour penser la perversion, penser la manipulation, penser l'abus sous toutes ses formes, que ces autres registres. Pourquoi? Parce que le registre de l'imaginaire peut diaboliser la perversion et donc s'expose à voir que effectivement les réels pervers et tous ceux qui sont d'accord avec eux vont décrédibiliser tout cela en disant « Oh, tout ça, c'est vous faites des idées, vous êtes complètement parano en fait. Tout ça, ça n'existe pas. Vous savez très bien que les êtres humains sont des êtres de bonté. C'est tout à fait naturel que les gens soient bons les uns envers les autres, etc. » Et donc, ils vont nier alors qu'ils savent très bien, parce qu'ils sont les premiers eux-mêmes à utiliser la perversion, la manipulation et à jouir des souffrances qu'ils infligent aux personnes et du fait qu'ils peuvent les détruire, enfin, de leur propre destruction, de les écraser en fait. Ils savent très bien puisqu'ils jouent sur les deux registres, sur le registre de l'ambiguïté. Si on parle du registre psy et médical, on fait passer dans ce cas-là la perversion pour une maladie. J'allais dire une simple maladie, voyez, parce que pour moi c'est beaucoup plus qu'une maladie. Évidemment, si on regarde les choses d'un angle de vue psy, c'est normal, la psychologie, la discipline, en tant que discipline, c'est quoi en fait la psychologie? C'est une science qui se propose d'expliquer les phénomènes par les mécanismes mentaux, les mécanismes psychiques qui sont en jeu. Voilà. Donc, c'est une partie de la vérité, une partie de la réalité pour s'expliquer les choses, une partie de l'explication. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour comprendre les mécanismes mentaux qui permettent d'en arriver à ce que quelqu'un devienne pervers ou ne le devienne pas. Mais elle fonctionne en tant que science avec des théories qui ne sont pas la vérité. Les théories, ce n'est pas la vérité, ce sont des théories. On s'en sert scientifiquement pour expliquer les choses et elles sont vraies, elles sont considérées comme vraies dans le domaine de la science, tant qu'on ne les a pas réfutées. C'est comme ça que fonctionne la science, sur des vérités provisoires en fait, on pourrait dire. Donc la psy, c'est un des angles de vue. La sociologie, par exemple, c'est un des angles de vue aussi. La philosophie aussi. Toutes ces sciences éclairent par les objets et l'objet de la discipline, que ce soit sociologie, psychologie, philosophie ou d'autres encore, sciences cognitives, neurosciences, etc., expliquent les choses par un des mécanismes donc, qui touchent à une partie de la réalité du phénomène. Mais pour moi, la perversion, c'est un phénomène beaucoup plus large et c'est beaucoup plus qu'une simple maladie mentale qu'auraient certains individus. Parce que la perversion, elle œuvre aussi dans les groupes, elle œuvre au niveau politique, dans les organisations et dans des schèmes de pensée, des mentalités. On arrive même à intellectualiser la perversion. Donc je parlerai ça dans d'autres vidéos. Donc la perversion, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, puisque c'est l'anti-humain par excellence. C'est-à-dire que c'est l'autre chemin, vous voyez, par rapport à la quête de l'humanité. Voilà, je ne veux pas faire des vidéos trop longues. J'ai essayé de mettre tout ce que je savais, en oubliant tout ce que je savais au moment où j'ai commencé à enregistrer cette émission. Tout ce que je pouvais vous apporter en essayant d'être le plus précise possible. Et bien sûr, ce que je vous dis, c'est le fruit de mes réflexions, c'est le fruit de mes recherches. Mais ça m'appartient, c'est-à-dire que c'est moi qui le dis. Voilà, n'allez pas prendre pour vérité tout ce qu'on vous dit sur YouTube ou ce que vous lisez, etc. Il faut toujours se dire, selon un tel, ou selon telle théorie, selon tel courant de pensée, selon telle école de pensée, ou selon l'approche psychologique, sociologique, philosophique,
selon la neuroscience, etc. Voilà. Les choses sont de telle et telle manière, selon, d'accord? Voilà. Parce que sinon, on peut tourner en rond dans la réflexion. Il faut se représenter, en fait, tout ce qu'on connaît au niveau scientifique, ou tout ce qui vous est dit comme tout ce qu'on propose comme des théories, en fait. Voilà, ce sont des théories que disent certaines personnes, ça n'enlève rien au fait que ça peut être vrai, mais c'est selon. Voilà. Alors, faut pas non plus être dans le relativisme, c'est-à-dire juxtaposer beaucoup de choses contradictoires, c'est la tendance actuelle, où on juxtapose tout avec des en même temps. Et alors, on juxtapose une chose, une théorie et son contraire en disant oui, puis en même temps, il y a telle chose, telle chose. Et à ce moment, après, rester dans l'indécidable, c'est-à-dire que personne ne dit ce qu'il en pense. On finit sur la chose qu'on veut la plus, ce qui nous semble la plus, comment dire, on veut rester dans le relativisme à cause de cette façon de présenter les choses, ce qui fait que plus personne ne peut plus rien penser en fait. On nous dit il y a tel courant de pensée qui est comme ça, tel autre comme ça, et on ne se mouille plus, que ce soit dans les médias, vous entendez certainement dire les choses de cette manière, on ne prend plus parti. Or, je pense qu'il faut avoir le courage quand même de prendre parti, une fois qu'on a décidé, qu'on sait de quel côté on se range, prendre position. Évidemment, on ne peut pas prendre position pour tout, parce qu'il faut se laisser des fois le temps de réfléchir. On peut même changer d'idée, c'est tout à fait normal. Lorsqu'on a découvert de nouveaux éléments qui nous permettent de penser les choses autrement, c'est tout à fait normal de changer d'idée à ce moment-là. Mais il faut pouvoir prendre parti, vous voyez par exemple pour ces deux chemins que sont la perversion, et alors selon moi bien sûr, que sont la perversion et la quête de l'humanité, on peut de toute façon prendre parti, on ne va pas dire oui mais d'un autre côté, oui mais en même temps, et puis rester dans le domaine de l'indécidable sans rien dire, avec point de suspension, vous voyez, et puis chacun pense ce qu'il veut. Non, c'est pas ça. Chacun pense ce qu'il veut, mais il y a quand même des choses qui sont qui ne peuvent pas être supportées, qui ne peuvent pas être qu'on ne peut pas laisser faire, avec lesquelles on ne peut pas être d'accord. Donc, c'est-à-dire dénoncer la manipulation, la perversion, toutes ces choses ambiguës qui ne disent pas leur nom. Non, il ne faut pas les laisser. Et s'il y a des points de suspension, il faut oser dire que voulez-vous dire, que vous voulez dire par là, pour connaître le fond de la pensée des personnes, ou le but, la réelle finalité. Pour ça, il faut aller faire ses propres recherches des systèmes de pensée qu'on vous propose ou des théories qu'on vous propose. Donc, jamais vous ne pourrez faire l'économie d'aller faire vos propres recherches ou de laisser les personnes dire, c'est-à-dire laisser ceux qui savent, ceux qui sont allés faire leurs propres recherches, parler. Il faudra vous aussi vous responsabiliser. Tout le monde doit se responsabiliser et ça nécessite de faire des recherches parce que c'est grâce à ces recherches, donc maintenant c'est très facile avec Internet, vous faire votre propre idée, et quand on ne sait pas, on ne se positionne pas en laissant les choses en suspens. Et puis après, à un moment donné, on est capable d'avoir un positionnement sur une idée, sur une chose, et de se dire oui, bah là j'ai compris, telle chose est mauvaise parce que ceci, parce que cela. Voilà, parce que sinon, on peut être facilement pris par toutes sortes de manipulations, les plus perverses qui soient, c'est-à-dire les plus dissimulatrices qui soient, parce qu'on ne veut pas faire ses propres recherches. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je ne voulais pas faire des vidéos trop longues. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Et je voudrais terminer avec une phrase de Simon Baker qui a laissé un commentaire et qui a des phrases extrêmement belles pour exprimer justement ce dont on vient de parler dans cette émission. La vie est-elle une monture? Elle n'a de sens que si elle nous transporte. Vivre pour vivre et par conséquent contre nature.
si l'on doit vivre, c'est pour faire triompher les idées que notre cœur transporte. Voilà, je vous laisse sur cette phrase. À très bientôt pour une prochaine.